Le 31 mai 1911, la construction du deuxième paquebot de la société White Star Line est enfin terminée après 2 ans de travaux. Il sera prêt pour son premier voyage 1 an plus tard. C'est le navire le plus luxueux du monde. Il s'appelle Titanic. Tu viens de lire les nouvelles révolutionnaires dans le Daily Herald et décides de t'offrir un voyage sur ce joyau flottant. Tu te rends au siège de la White Star Line à Londres pour t'acheter un billet. Tu obtiens le tarif le moins cher en première classe pour 30 livres sterling. Cela représenterait plus de 4 500 $ actuels. Mercredi 10 avril 1912. Le grand jour est enfin arrivé. Tu dois être à Southampton à 9h30. Les passagers de 3e classe montent les premiers à bord du navire, puis les secondes et les premières classes suivent 1 heure avant le départ du bateau. Les stewards à bord accueillent tout le monde et les conduisent à leur cabine. Maintenant, c'est à ton tour. Le majestueux navire qui se trouve devant toi est plus grand que tu ne l'imaginais. Alors que tu embarques sur le Titanic, le capitaine Edward Smith en personne te salue. Ton voyage va bientôt commencer. Lorsque le paquebot fera escale à Cherbourg et à Queenstown, il y aura plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord qui entameront leur voyage transatlantique. Le Titanic est prêt à appareiller et sur le pont, tu entends les klaxons alors que tu fais tes adieux aux personnes qui se trouvent en dessous. Mais quelques minutes plus tard, tu sens un mouvement de panique sur le pont. Tu cours jusqu'à la rambarde pour voir ce qui se passe. C'est un autre navire qui s'approche trop près. Sur le flanc, on peut lire SS City of New York. Le Titanic vient à peine de quitter le quai, mais on dirait qu'il va y avoir une collision. Le capitaine parvient à s'éloigner de l'autre navire à quelques mètres près. Ouf, on l'a échappé belle. Le navire devrait normalement arriver à New York 1 semaine plus tard, le 17 avril. Mais c'est seulement si les choses se passent bien comme prévu. Le temps est dégagé jusqu'au dimanche 14. En traversant un courant froid, le navire rencontre d'énormes vagues et des vents violents. La nuit est calme mais froide. Le Titanic commence à recevoir des mises en garde d'autres navires au sujet de blocs de glace à la dérive dans les grands bancs de Terre-Neuve. Cette fois-ci, l'immense navire ne continue pas à voyager à pleine vitesse. Au lieu de cela, le capitaine ralentit. Il veut s'assurer que les vigies auront tout le temps nécessaire pour repérer les icebergs en cours de route, même si cela implique d'arriver à New York avec du retard. Il est 11h40 du soir. Le vigie Frederick Fleet aperçoit un iceberg de taille colossale droit devant lui. Il alerte immédiatement le pont. Le premier officier dit au timonier de contourner l'iceberg et le reste de l'équipage doit donc arrêter les machines immédiatement. Tout le monde à bord collabore pour éviter l'obstacle. Mais dans cette version de l'histoire, le timonier ne panique pas. Il tourne immédiatement la roue dans la bonne direction pour s'éloigner de l'iceberg. Un grand nombre de passagers ont déjà été réveillés par l'agitation et les bousculades. Certains se rendent sur le pont en chemise de nuit et en pyjama pour voir ce qui se passe. Quelques-uns jettent un coup d'œil sur le côté droit du navire pour mieux comprendre. Toi et tous les autres, observez ce qui se passe anxieusement en vous agrippant à la rambarde. Le stress et le froid vous font frissonner. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si le Titanic va entrer en collision avec l'iceberg. Il se rapproche de plus en plus. Les gens retiennent leur souffle. Il fait un silence de cathédrale. Et puis, à quelques centimètres près, le navire longe lentement le monstre de glace. Il n'y a pas eu de contact. Aucune fissure dans la coque sur des centaines de pieds de longueur qui aurait permis à l'eau d'envahir les compartiments inférieurs. Tout le monde commence à applaudir et à s'embrasser. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires, le capitaine annonce officiellement que tout est en ordre. Il invite les passagers sur le pont à entrer pour prendre une tasse de thé chaud avant de regagner leur cabine. Tu suis un groupe et tu vois le capitaine qui sort pour aller rapporter l'incident. Il alerte également les autres navires dans l'Atlantique Nord pour qu'ils ralentissent et soient vigilants. Parmi ces navires se trouve le Carpathia. Non, il continue sa route, inutile de venir au secours du Titanic ce soir. RMS Titanic atteint enfin sa destination le 17 avril 1912. Il a 8 heures de retard, mais il est en sécurité. Des milliers de personnes viennent sur les quais de New York pour admirer le plus luxueux navire du monde. Son premier voyage a été couronné de succès. Avant de débarquer du navire, certains passagers échangent leurs adresses pour s'écrire des lettres, comme les joueurs de tennis Richard Norris et Carl Baer. Tous deux étaient à bord du Titanic.
Mais par contre, cette fois-ci, Norris n'a pas passé des heures dans les eaux froides de l'Atlantique Nord à essayer d'aider les autres passagers, risquant de perdre ses jambes à cause de l'hypothermie. Et Bear n'a jamais été sur un canot de sauvetage avec sa petite amie, où il l'a demandé en mariage. Non, cette fois il l'a fait en présence de ses amis et de sa famille, et ils ont tous célébré les fiançailles. Les deux joueurs de tennis ont fini par jouer leur premier match ensemble plus tard, en 1912. Norris est devenu l'un des meilleurs joueurs de sa génération et a remporté la Coupe Davis à 5 reprises. Margaret Brown rentrait aux États-Unis pour voir son petit-fils malade. Dans cette version de l'histoire, elle n'a pas eu à aider les passagers à monter dans les canots de sauvetage et n'est jamais montée elle-même dans le canot de sauvetage numéro 6. Quand Brown descend du bateau, elle court vers son petit-fils. Cette fois, elle n'a pas rencontré les membres de l'équipage, ni le capitaine du Carpathia pour lui remettre une coupe honorifique en argent. Elle continue à mener des actions philanthropiques, mais elle ne sera jamais connue sous le nom de l'insubmersible Molly Brown. Violette Jessop n'a jamais aimé l'idée de naviguer dans l'Atlantique Nord, car elle savait à quel point le temps pouvait être mauvais. Elle était prudente, puisqu'elle venait déjà de survivre à un accident quelques mois plus tôt. C'était sur le navire-sœur du Titanic, l'Olympique. Mais ses amis l'avaient convaincue de rejoindre l'équipage du légendaire navire. Cette fois, elle n'a pas été appelée sur le pont pour aider les passagers et n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 16. Elle a continué à travailler sur le Titanic jusqu'à sa retraite. Cela signifie qu'elle n'a jamais été engagée comme infirmière sur le Britannic. Et en novembre 1915, Jessop n'a donc pas connu le 3e naufrage auquel elle aurait survécu. Le chef d'orchestre, Wallace Hartley, est parti en voyage pour établir de nouveaux contacts possibles en vue d'un futur travail. Mais il a continué à jouer pour divertir les passagers. Cette fois, il n'a pas joué de musique devant une foule en proie à la panique alors que le navire coulait. Il a survécu. Il est retourné chez sa fiancée, s'est marié et a fondé une famille. Il continue à divertir les gens sur le North Atlantic Run. Cette fois, sa fiancée en deuil n'a jamais reçu son violon. Et les souvenirs historiques du Titanic n'ont jamais été vendus en 2013 pour 1,7 million de dollars. Bert Main a rencontré l'amour de sa vie, Quick Baxter, à Bruxelles, alors qu'elle voyageait avec sa mère et sa sœur. Baxter voulait emmener Main avec lui. Alors, il lui a secrètement réservé une cabine sous le nom de Madame de Villiers. Cette fois, il n'a jamais eu à guider sa famille vers un canot de sauvetage. Sa famille a rencontré sa petite amie en descendant du navire et non sur le canot de sauvetage numéro 6. Cette fois, Baxter a survécu. Il est retourné au Canada avec sa petite amie qui n'est jamais reparti seul en Europe. Le neveu de Main ne trouvera jamais dans son placard une boîte à chaussures contenant des souvenirs du Titanic. Dorothy Gibson jouait au bridge ce soir-là avec un couple de banquiers new-yorkais. Lorsqu'elle est retournée dans sa cabine avec sa mère, elle n'a jamais entendu ce long craquement affreux. Et elle n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 7. Et en mai 1912, elle ne tient pas le rôle principal dans un film consacré au fait qu'elle a survécu au Titanic, puisqu'il n'y a pas eu de naufrage auquel il aurait fallu survivre. Elle a ensuite fait de grandes choses et elle a finalement déménagé en France avec sa mère. Dans cette histoire hypothétique, le Titanic a poursuivi sa carrière avec succès. Il est resté le navire le plus luxueux du monde pendant de nombreuses années. Il a fait le North Atlantic Run d'innombrables fois et il a réussi à transporter les passagers et le courrier là où il devait aller. Après 25 ans de service, l'ancien paquebot a été mis au rebut. Un autre grand navire l'a remplacé. Il avait plus d'espace pour les canots de sauvetage et un pont assez grand pour que les gens puissent marcher et jouer. La compagnie White Star Line finira par fusionner avec ses concurrents. Mais cette fois, comme leurs navires n'ont pas coulé, ils ont réalisé suffisamment de bénéfices pour continuer à être prospères. En 1980, la compagnie est devenue une grande compagnie aérienne. Leur premier voyage a été de Dublin à New York. L'avion de la compagnie aérienne a été surnommé Titanic en l'honneur du navire historique. Et cette fois, en 1985, la seule chose que les océanographes trouvent au fond de l'Atlantique Nord, ce sont des coraux, des poissons et des mollusques. Et un assez grand collier de diamants bleus. Attendez, non, juste des morceaux de verre bleu. Pas grave. Nous sommes le 12 avril 2212. C'est une date importante pour l'humanité.
le 300e anniversaire du lancement du légendaire Titanic. Les meilleurs ingénieurs du monde ont collaboré pendant des années pour présenter leur chef-d'œuvre au public, le Space-Tanic. Et ils l'ont fini juste à temps. Le glorieux vaisseau spatial attend dans son port sous les feux de la rampe, photographié par des milliers de personnes. Le voyage a été prévu pour le 12 avril, tout comme il y a 300 ans. Enfin, le grand jour est arrivé. Les passagers vont monter à bord du plus magnifique vaisseau spatial de l'époque. Ils le qualifient d'impénétrable. Il compte 12 ponts, en partant de la 3e classe la plus proche du fond à la 1re classe la plus luxueuse en haut, avec vue panoramique sur l'espace. Le navire se prépare au lancement, les moteurs démarrent, le compte à rebours a commencé. Et le Space-Tanic décolle vers le ciel. Il devient rapidement une simple tache dans le grand ciel et disparaît ensuite. Le premier jour de vol se passe parfaitement. Le vaisseau quitte l'atmosphère terrestre en moins d'1 heure et les passagers profitent de la vue magnifique de l'extérieur. Cette belle planète bleue et verte sur le fond vide et noir de l'espace. Le vaisseau ralentit un peu lorsqu'il arrive dans l'orbite. Il y a trop de satellites et de débris spatiaux qui tournent autour de la Terre. Le Space-Tanic doit faire attention à manœuvrer autour des morceaux de métal qui flottent à 0 G. L'un d'eux se dirige droit vers le vaisseau. Mais il vire sur les brûleurs latéraux et s'écarte juste à temps. Le morceau de ferraille passe sans encombre. Enfin, le navire sort de la zone de danger et se retrouve dans le grand noir. Il allume les rétropropulseurs pour accélérer et se dirige vers le côté lumineux de la Lune. Ce sera la première destination de l'excursion. La planète devient progressivement plus petite et peu à peu, à mi-chemin du satellite naturel, les gens à bord peuvent s'émerveiller de la vue imprenable sur le Soleil. L'énorme boule de plasma en combustion est plus grande et plus brillante que jamais dans cette obscurité cosmique. Soudain, le capitaine du navire fait une annonce. Tous les passagers sont invités à se rendre sur les ponts de promenade pour assister au déploiement des panneaux solaires. Les gens sortent pour se délecter de la vue. Les panneaux argentés et noirs sortent lentement de leur fente de confinement et le Space-Tanic prend enfin sa véritable forme. Alors que l'énergie du Soleil commence à affluer dans le vaisseau, les propulseurs tournent au minimum. Le vaisseau spatial est maintenant en mode collecte d'énergie. Pour que le voyage vers Mars ne dure que quelques jours, il doit effectuer une sorte de saut vers sa destination. 5 heures après, une deuxième annonce retentit à bord. Le navire s'approche de la Lune et les passagers sont invités à observer le satellite de près. Le Space-Tanic passe à plusieurs milliers de kilomètres et la Lune semble énorme. Tous les cratères du satellite, même les plus petits, sont visibles à l'œil nu. La vue est exceptionnelle. La Lune reste derrière et les lumières du vaisseau s'éteignent. Il n'y a pas de changement naturel du jour et de la nuit dans l'espace, donc l'équipage surveille l'heure et imite ce changement. Le jour suivant ne promet rien de vraiment intéressant, car il y aura une longue route entre la Lune et Mars. Les passagers se rendent à leur cabine pour dormir. Les 2 jours suivants se déroulent sans incident. Sur les ponts, de nombreux divertissements sont disponibles pour les clients, des salles de sport et des piscines, aux salles de jeux et de danse. Les voyageurs se promènent sur les ponts pour profiter de la vue sereine sur l'espace. Tout se passe normalement. Le 4e jour, le capitaine annonce enfin que le Space-Tanic se prépare pour le grand saut vers leur destination dans 30 minutes. Le moment venu, les passagers ne ressentent qu'une légère traction alors que l'énorme vaisseau fait un saut dans l'espace-temps et arrive dans les alentours de Mars. De nombreux passagers sortent pour regarder la planète rouge qui est déjà visible dans les sombres abysses. La visite entre dans sa phase finale, mais l'atterrissage n'est prévu que tard dans la nuit. À 23 heures, alors que la plupart des passagers sont déjà dans leur lit, le Space-Tanic entame les dernières manœuvres. Il doit faire un petit tour autour de Mars, car le port est de l'autre côté de la planète. Certains des invités ne peuvent pas dormir et se tiennent sur le pont pour regarder le sol rouge passer lentement à plusieurs milliers de kilomètres au-dessous d'eux. Le vol touche à sa fin. Il ne reste que quelques heures avant l'atterrissage. Le vaisseau est en orbite de l'autre côté de Mars. Tout est calme. Trop calme. Tout d'un coup, un énorme boom secoue tout le Space-Tanic et propulse les gens endormis hors de leur lit. Les lumières d'urgence qui clignotent s'allument, tout le monde est inquiet, mais aucune annonce ne vient du capitaine. Et seuls ceux qui étaient sur le pont à tribord remarquent l'horrible détail. L'aile avant droite a été arrachée et passe devant eux en volant vers la poupe.
En pressant leur visage contre la vitre et en faisant des efforts pour voir la coque, ils découvrent une énorme entaille près du nez du navire. Le Space Titanic se secoue à nouveau et des morceaux de métal s'échappent du trou béant. Le vaisseau perd rapidement sa pressurisation. Pendant ce temps, l'aile brisée a frappé la poupe et a laissé une autre entaille. Les mécanismes dans le compartiment du moteur commencent à s'effondrer et sont entraînés dans l'espace. Le vaisseau gémit et s'arrête, suspendu à des milliers de kilomètres au-dessus de Mars. Enfin, le capitaine annonce par l'interphone que le Space Titanic est entré en collision avec un astéroïde qui errait dans l'espace. Tous les passagers sont priés de se rendre à leurs ponts respectifs pour être évacués. En moins d'1 heure, toutes les capsules de sauvetage sont occupées et prêtes à être déployées. Mais environ un tiers des passagers sont encore à bord du vaisseau. Il s'avère que beaucoup de capsules ont explosé lors de la collision. L'histoire semble se répéter. Le capitaine donne quand même l'ordre de déployer les capsules et celles-ci sortent de leur espace de stockage, laissant des centaines de personnes derrière elles. Certaines personnes sont parties sans des membres de leur famille, ne sachant pas quel sort les attend. Les capsules flottent dans l'espace pendant quelques secondes, puis allument leurs propulseurs pour se diriger vers la surface de Mars. Mais voici un autre ordre du capitaine. Tout le monde doit descendre dans sa cabine et mettre la combinaison pressurisée qui se trouve sous le lit. Alors que les passagers s'empressent d'obtempérer, le Space Titanic envoie des signaux de détresse à Mars et à tous ceux qui se trouvent à proximité. À 160 000 km de là, un grand navire de commerce, le Leonia, capte le signal et se dépêche de lui porter secours. Le grincement et les gémissements à bord du Space Titanic deviennent de plus en plus frénétiques. Les gens sont assis en silence dans leur cabine. Le silence règne à bord, à l'exception des bruits du vaisseau qui se désintègre lentement. Et puis, soudain, un craquement très fort résonne dans tout le Space Titanic et le vaisseau se brise en deux. Une gigantesque fracture se fait du haut jusqu'en bas et coupe presque complètement la moitié du pont. Le verre pressurisé qui recouvre les ponts se brise en millions de morceaux qui s'envolent lentement du vaisseau. Une fois les ponts dépressurisés, les gens et les objets sont emportés dans l'espace. Heureusement, tous les passagers et l'équipage portent leur combinaison comme prévu. Mais ils n'ont qu'1 heure environ avant de manquer d'oxygène. Les gens s'aident les uns les autres en flottant ensemble et en ramenant dans leur groupe les personnes isolées. Ils peuvent à peine contrôler la manière dont ils flottent, mais ils parviennent quand même à mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Rassemblés dans l'espace sombre, au-dessus de la sinistre planète rouge, ils regardent le puissant Space Titanic se transformer en un amoncellement de débris spatiaux. 45 minutes se sont écoulées. L'oxygène se fait rare et les gens essaient de respirer aussi lentement et prudemment que possible. Il n'y a toujours pas d'aide en vue et ils se préparent au pire. Mais alors, l'un d'eux commence à faire des signes et à pointer quelque chose. C'est un point lumineux. Il se différencie à peine des étoiles de l'espace lointain, mais il se rapproche à chaque seconde. Et au bout de 5 minutes, les gens soulagés voient un vaisseau spatial se diriger vers eux. Le Leonia est arrivé juste à temps pour sauver la situation. Rapidement, mais sans se presser, l'équipage du Leonia rassemble tous ceux qui flottent dans l'espace autour des restes du Space Titanic et les embarque à bord de leur vaisseau. Le dernier des survivants n'avait plus que 3 minutes d'oxygène de réserve. Quelques heures après, le Leonia se pose en toute sécurité sur le port spatial principal de Mars. Ce jour-là, les journaux ont parlé de l'accident comme du jour où le Titanic a de nouveau coulé.